Alex. Bonsoir à tous. Je m'appelle Gabriel Ouette et je dirige le comité ESG. Je suis heureux de vous accueillir à notre table ronde Climate Change, Insurers Initiatives and Regulation. L'événement de ce soir a été conjointement organisé par les comités Assurance et ESG du CFA Society France et s'inscrit dans notre série Climat que vous connaissez en tant que troisième épisode. Jusqu'à présent, nous avions évoqué les méthodes d'évaluation de portefeuilles d'investissement dans une trajectoire d'alignement avec les accords de Paris. Puis nous nous sommes penchés sur les pratiques de construction de ces portefeuilles en faisant un focus particulier sur les outils permettant cet alignement vers les 2 degrés comme les green bonds ou les indices climatiques. L'angle de ce soir est tout autre. Nous avons voulu aborder le risque climatique aussi bien du point de vue des assureurs que de celui des régulateurs afin d'avoir une vue globale des enjeux de place. Ainsi, nous allons écouter les acteurs de l'assurance ou décrire le contexte qui les ont amenés à se regrouper et créer le Net Zero Asset Owner Alliance. Concomitamment, nous allons nous intéresser au développement des réglementations sur le risque climatique, aussi bien au niveau européen que français. Ce sera pour nous l'occasion de faire un point d'étape avec un régulateur sur la partie publication et reporting climat, et nous essaierons ainsi de déterminer dans quelle mesure ces contraintes réglementaires viennent en soutien aux actions vers la neutralité climatique. Il est temps pour moi de vous présenter ceux qui ont conçu cet événement de ce soir et qui vont animer notre débat. Monica Rebreanu et Antoine Flippot. Monica est membre du comité ESG du CFA Society France. Elle a fondé Impact Plus, qui est un cabinet dont le but est d'aider les institutions financières à implémenter les exigences que nous soumet la finance durable, aussi bien en gestion des risques que reporting. Quant à Antoine, il fait partie de la direction des investissements en charge de la stratégie d'allocation des actifs et pilotage ALM des portefeuilles Generali France. Il a co-créé le comité assurance du CFA Society France l'année dernière. Je tiens à remercier Monica et Antoine pour cette organisation et tout le travail accompli. Antoine et Monica, je vous passe maintenant le micro afin que vous nous présentiez vos invités qui vont débattre ce soir. Merci Gabriel, bonsoir à tous, Antoine Flippot, donc très heureux d'accueillir nos panélistes ce soir et l'ensemble des participants. Alors notre première panéliste est Annelise Bontemps-Chanel, donc elle est chef du service d'analyse des risques assurance à la CPR, donc au sein du régulateur français. Bonsoir Annelise. Bonsoir. Alors Annelise, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots les travaux relatifs aux risques climatiques auxquels vous participez à l'ACPR? Oui, en 2 mots, ça va être difficile, mais je vais essayer. Donc, effectivement, en tant que responsable du service d'analyse des risques assurance, je vais coordonner en fait les travaux qui sont réalisés au sein de mon équipe sur la prise en compte du changement climatique dans la gestion des risques et dans les décisions d'investissement des assureurs français. Ça va regrouper différents types de travaux, notamment l'analyse des engagements pris par les assureurs, en particulier dans le cadre de la Commission Climat et Finances Durables de la CPR, mais aussi tous les travaux qui sont liés à la projection de ce risque, notamment avec l'exercice pilote d'analyse de scénarios de changement climatique qui a été organisé l'an dernier par la CPR. Mais j'ai également une autre casquette, c'est celle de présidente du groupe de travail de l'autorité européenne, l'EIOPA, dédié à la finance durable. Merci Annelise. Du coup, bonsoir à tous. Gabriel m'a introduite. Je suis très heureuse également d'avoir l'opportunité de co-animer ce panel avec Antoine. Notre deuxième panéliste est Michel Lacroix. Michel est le Head of Group Investment Risk and Sustainability chez SCOR. Bonsoir Michel. Bonsoir Monica. Je sais que vous êtes impliqué dans de nombreuses initiatives liées au changement climatique déjà depuis plusieurs années. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Oui, bien sûr, merci. D'abord, j'ai été un peu formée au changement climatique chez SCOR et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est de travailler chez un réassureur. Donc, la partie protection des catastrophes naturelles avait évidemment une compétence pour nous expliquer assez rapidement les risques auxquels on exposait nos portefeuilles. Ça m'a permis de comprendre assez rapidement le problème du changement climatique et d'essayer de m'impliquer un peu plus dans le débat public, notamment à travers un certain nombre d'initiatives. J'ai été membre du Technical Expert Group on Sustainable Finance à la Commission européenne. J'ai aussi présidé la première task force du European Corporate Reporting Lab à l'EFRAG. L'objectif était d'extraire les bonnes pratiques du reporting climat.
et je suis aujourd'hui membre de la commission climat et finances durables de l'AMF. Merci Michel. Et enfin, donc, notre troisième panéliste, donc, Philippe Taffin, qui est directeur des investissements chez Aviva France. Bonsoir Philippe. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Alors, en tant qu'assureur, effectivement, donc on a des enjeux d'adaptation de la gestion des portefeuilles à ces besoins de transition écologique, qui est un sujet bien sûr qui vous préoccupe. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus à propos de votre implication ? Oui, absolument. Enfin, je pense qu'il y a pas mal d'assureurs peut-être autour de la table et comprendront évidemment que les problématiques et les enjeux climatiques sont évidemment des enjeux, des risques majeurs pour notre business d'assureur. D'abord pour le business d'assureur, puisque sur un certain nombre de nos contrats, on voit que le montant des sinistres que nous versons aujourd'hui, qui sont liés à des problématiques climatiques, que ce soit des sujets de canicule, des sujets de sécheresse ou même d'inondation, année, depuis plusieurs années, augmentent. Et l'année dernière, d'ailleurs, je pense qu'au niveau de la place française, je pense que les assureurs n'ont jamais déboursé un montant aussi élevé pour ces sujets-là. Mais évidemment, moi, en tant que directeur des investissements de la compagnie, évidemment, on embarque ce risque climatique au sein de nos portefeuilles. Et évidemment, comme nous avons des passifs très longs et des engagements très longs, le risque climatique fait peser un risque de valeur sur notre portefeuille et donc un risque, disons, de ne pas avoir forcément la capacité financière de faire face à ces engagements. Donc aujourd'hui, à côté de la problématique des taux bas, qui reste une vraie problématique pour les assureurs, le deuxième, je dirais, enjeu pour nous assureurs, et notamment en 2021, c'est d'intégrer de façon plus forte la problématique des enjeux climatiques au sein de notre stratégie d'investissement. Merci Philippe. Donc avec cela, je vous propose de démarrer notre panel. Il est structuré en deux parties. Nous allons d'abord parler des portefeuilles d'investissement et leur rôle dans la décarbonisation de l'économie, et ensuite aborder le sujet des disclosures et reporting climatique. Donc pour le premier sujet, portefeuille d'investissement, les assureurs sont impliqués dans différentes initiatives de place pour décarboniser leur portefeuille. Il y a notamment la Net Zero Asset Owner Alliance, le nom est un peu long en anglais, qui regroupe déjà beaucoup d'investisseurs institutionnels et notamment 6 assureurs français, parmi lesquels Aviva et SCOR comme réassureur. Donc du coup, Michel, je vais me tourner vers vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est la Net Zero Asset Owner Alliance, quels sont les objectifs et les moyens mis en œuvre pour décarboner les portefeuilles? Oui, bien sûr. Comme vous le disiez, il y a déjà eu beaucoup d'initiatives avant l'Alliance, ce que nous appelons l'Alliance. Il y a eu un certain nombre d'initiatives sur de l'engagement, notamment Climate Action 100+. Il y a eu un certain nombre de collaborations entre les investisseurs pour décarboner les portefeuilles. La grande innovation, il me semble en tout cas, dans cette Net Zero Asset Owner Alliance, c'est véritablement la volonté non seulement de décarboner les portefeuilles, mais en ayant un impact sur l'économie réelle. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que on peut très bien imaginer décarboner un portefeuille en vendant les secteurs carbo-intensifs, notamment on sort du charbon, des énergies fossiles, et puis on réinvestit dans des entreprises pharmaceutiques et du tourisme. Et on sait que très vite, on va arriver sur une pente de décarbonation qui est acceptable. Ça ne veut pas dire qu'on aura décarboné l'économie, parce que aujourd'hui nous avons encore besoin d'énergie, nous avons encore besoin d'énergie fossile pour faire la transition, et donc il ne suffit pas de vendre ces engagements-là pour véritablement arriver à décarboner l'économie. C'est la démarche de l'AOA, c'est-à-dire qu'on joue sur 4 leviers. On joue d'une part sur la décarbonation des portefeuilles, avec un certain nombre de scénarios qui sont ce que l'on appelle science-based. Donc, on s'est appuyé sur les scénarios du GIEC et on a sélectionné ceux qui nous paraissaient les plus pertinents pour tracer une trajectoire de décarbonation avec des points intermédiaires. On peut s'engager sur la neutralité carbone à horizon 2050, mais il va falloir le faire de façon beaucoup plus concrète à horizon 2025, puis 2030, puis 2035, etc. Donc, d'une part, la décarbonation des portefeuilles, d'autre part, la décarbonation des secteurs
et c'est fondamental encore une fois si on veut décarboner l'économie réelle. On ajoute une part d'engagement parce que c'est dans l'engagement que les investisseurs auront vis-à-vis des entreprises que l'on pourra faire cette décarbonation. Et dans un monde idéal, nous, investisseurs, ne devrions rien avoir à faire. On continue à investir dans les mêmes entreprises qui elles-mêmes font ce travail de décarbonation et tous ensemble, nous arrivons à décarboner l'économie. On sait que ça ne se fera pas de façon aussi simple que ça, mais en tout cas, c'est l'esprit dans lequel travaille The Alliance, avec vraiment pour ambition d'avoir un impact sur l'économie réelle. Il existe un 4e pilier qui est le financement, qui est des solutions pour la transition. Et là, les engagements que nous prenons ne sont pas des engagements de montant investi, ce sont des engagements de facilitation de l'offre de solutions. Donc, on est véritablement dans la solution pour l'économie réelle et pas seulement dans les solutions pour les portefeuilles. Alors Michel, concrètement, vous avez évoqué les différentes solutions qui sont vraiment importantes dans le cadre de cette alliance. Alors comment cela affecte vraiment vos activités de gestion de portefeuille au sein de SCOR et comment vous abordez ces défis méthodologiques qu'on évoque souvent dans la presse spécialisée notamment? Alors, défi méthodologique, c'est évident. Les membres de l'Alliance se sont mis d'accord sur des fourchettes de décarbonation. Tout ça est expliqué de façon extrêmement détaillée dans un document qui s'appelle le 2025 Inaugural Target Setting Protocol, dans lequel nous disons explicitement que nous devons décarboner à minima les corporate bonds et les actions de nos portefeuilles dans une fourchette qui va de 16% à 27% à horizon 2025. Les problèmes méthodologiques, ils sont là. On n'est pas tous d'accord, certains vont prendre des engagements absolus, d'autres vont prendre des engagements en intensité, on n'a pas les mêmes métriques, mais on part du principe qu'il faut avancer. Et puis, ça va s'ajuster. Quand on repense à l'empreinte carbone telle qu'elle était il y a 5 ans, où l'article 173 nous demandait déjà plus ou moins d'en parler, et on avait un brouillard devant nous. Depuis, de nombreux progrès ont été faits et je reste convaincue que sur cette dimension-là, on apprend en marchant. Donc, allons-y, on prend des engagements, on essaye sur des métriques non alignées de faire du mieux qu'on peut et ça ne pourra que s'améliorer dans l'avenir. Merci Michel pour ce message encourageant. Philippe, maintenant je vais me tourner vers vous. Chez Aviva, comment vous appréhendez cette initiative Net Zero Asset Owner Alliance? Donc, comme le disait effectivement Michel, donc le groupe Aviva et donc évidemment Aviva France en tant que partie prenante du groupe Aviva fait partie de cette coalition depuis décembre 2019. Donc évidemment, nous sommes complètement alignés sur les objectifs que vient de décrire de façon très, très détaillée Michel. L'autre élément que vous avez donc tous dû lire dans la presse, c'est l'annonce en fait de la stratégie climat du groupe Aviva, qui évidemment s'inscrit complètement dans la trajectoire de l'Alliance en allant un petit peu plus loin, puisqu'Aviva s'est donné comme ambition d'être neutre carbone déjà en 2040. Et donc évidemment de réduire son intensité carbone en lien avec l'objectif de la Net Zero Asset Owner Alliance, c'est 25% en 2025 et également 60% en 2030. Donc c'est un objectif qui est très ambitieux. Alors nous, ce qu'on a fait évidemment, et on a commencé à y travailler comme le signalait Michel, c'est qu'on a commencé à faire un certain nombre d'analyses de trajectoire de nos portefeuilles sur Aviva France. Donc on y a travaillé tout l'été 2020. Donc sur la base des demandes de l'Alliance. Et on s'est aperçu en fait que pour arriver à atteindre cet objectif de 25% sur les 5 prochaines années, on devait travailler le portefeuille à différents niveaux. D'abord au niveau de l'évolution des classes d'actifs, pour évidemment positionner notre portefeuille sur une trajectoire un peu plus décarbonée que la trajectoire actuelle, que la situation du portefeuille actuel. Et ça passe évidemment par une réduction des secteurs les plus intensifs, et notamment évidemment tout ce qui est exposition au secteur des énergies fossiles, à commencer par celui du charbon.
Le deuxième élément, si on veut y arriver, parce que ça ne suffira pas, parce qu'il faut quand même garder en tête qu'un portefeuille d'assurance, c'est un portefeuille investi à très long terme, donc ça veut dire que le taux de rotation de nos actifs est relativement long, et donc ça veut dire qu'on peut faire évoluer le portefeuille principalement par accroissement en fait des flux qui arrivent sur le portefeuille. Donc ça met quand même un certain temps avant de faire bouger le portefeuille. Le deuxième élément, c'est de modifier à l'intérieur des secteurs eux-mêmes. Donc pour un secteur donné, essayer de positionner sur des entreprises dont les caractéristiques, dont les empreintes carbone sont meilleures. Donc quelque part, sans lâcher sur la performance, mais identifier les acteurs, les pionniers en matière de trajectoire écologique. Et puis, dernier élément, c'est au niveau des entreprises elles-mêmes. Michel faisait allusion effectivement à la nécessité et au rôle extrêmement important que nous, assureurs, on a à jouer vis-à-vis des entreprises, en pesant autant que faire se peut, en influençant autant que faire se peut, à travers une politique d'engagement forte, le comportement des entreprises elles-mêmes, et donc influer à travers effectivement les différents modes ou modalités qu'on a à notre disposition, soit à travers un dialogue actif extrêmement fort, soit à travers évidemment le vote aux assemblées générales et le dépôt d'un certain nombre de résolutions. Et puis, dernier élément, évidemment, c'est en jouant tout notre rôle d'investisseur institutionnel auprès des autres parties prenantes que sont les pouvoirs publics ou les régulateurs pour faire évoluer la réglementation dans le sens souhaité. Et puis évidemment, le troisième aspect qui est extrêmement important et sur lequel nous avons des objectifs déjà fixés, c'est évidemment l'augmentation des investissements en actifs verts, bien évidemment, qui vont contribuer à la décarbonation de nos portefeuilles. Et donc sur ces trois éléments que je viens de vous citer, nous avons déjà fixé dans notre plan stratégique, dans le plan triennal de la compagnie d'assurance, des objectifs de décarbonation, des objectifs de montant d'investissement vert, et également des objectifs en matière d'engagement vis-à-vis des parties prenantes et notamment des entreprises dans lesquelles on investit. Voilà, sans ces trois piliers, on n'y arrivera pas. Merci Philippe. En tout cas, le message est très clair en termes d'actions concrètes que vous avez pu mettre en œuvre côté Aviva France. Maintenant, est-ce que vous pouvez rapidement nous évoquer les principaux défis que vous voyez, ayant fait un peu l'inventaire de ce que vous aviez pu faire? Quels sont les défis sur lesquels on pourrait se pencher maintenant? Alors les défis, alors Michel en a touché déjà un mot. Un des défis principaux, c'est la capacité à mesurer tout ça. Il faut dire que aujourd'hui, enfin sur les 4 dernières années, par exemple, nous on a appliqué chez Aviva à l'intérieur de nos mandats de gestion, on a demandé à notre gestionnaire d'actifs d'améliorer l'empreinte carbone année après année. Nous avons déjà intégré dans nos stratégies d'investissement une amélioration ou une diminution de l'intensité carbone. Simplement, cette intensité carbone aujourd'hui, les chiffres qui sont à notre disposition, c'est le scope 1 et le scope 2. Donc évidemment, il manque le scope 3, qui sont évidemment les émissions indirectes en amont et en aval, dégagées par ces principales activités. Aujourd'hui, force est de constater qu'on a un accès à la donnée qui est relativement réduit par rapport à l'univers d'investissement dans lequel on investit. Donc, alors pour 2020, on commence à avoir un certain nombre de données à notre disposition. Et une des nouveautés qu'on introduira dans notre reporting ART 673 pour le rapport 2020, c'est l'intégration du scope 3. Et on voit bien que le scope 3 change quand même la vision qu'on avait. Je dois reconnaître que on a, sur les 4 dernières années, on a réduit 30% de notre empreinte carbone. Si je rajoute maintenant la prise en compte du scope 3, clairement, je pense que la performance sera un petit peu moins bonne que celle qu'on a réalisée en s'appuyant uniquement sur le scope 1 et scope 2. Et ça change également, parce qu'on ne touche pas au même secteur, ça change aussi la vision et la stratégie qu'on aura, je dirais, à appliquer par rapport à l'alignement de nos portefeuilles sur le scénario de Paris. Donc, une fois de plus, on apprend en marchant. Nos modèles, la qualité de nos hypothèses s'améliore au fur et à mesure, évidemment, que les travaux, les analyses, l'accès à la donnée se fait de plus en plus important, notamment auprès des entreprises, des différents rapports de CCFD. Mais il y a encore un long chemin devant nous, et ça veut dire qu'il faut être humble par rapport à ce qu'on peut annoncer ici ou là. Mais il faut qu'on avance et
et c'est ce qu'on essaie de faire avec voilà, le niveau d'information qu'on a aujourd'hui. Mais c'est un vrai enjeu aujourd'hui hein, pour appliquer de façon très pratique une stratégie d'investissement voilà, adaptée. Bien, merci beaucoup Philippe. En tout cas, les messages que vous avez portés avec Michel sont assez clairs et ainsi que les enjeux. On va en profiter pour partager une première question de sondage, donc pour sentir un petit peu l'audience qu'on a ce soir. Alors une question va s'afficher à l'écran, je vais vous la lire. Donc les assureurs ont un rôle majeur à jouer en matière de changement climatique. Vous avez 4 réponses possibles. Réponse A, oui, en proposant des produits d'assurance adaptés au changement climatique. Réponse 2, oui, en adoptant des politiques d'investissement qui favorisent la transition verte. Réponse 3, oui, en excluant de leur portefeuille les entreprises polluantes sans égard à leur transition bas carbone. Ou réponse 4, les réponses A et B sont correctes. Donc on vous laisse quelques secondes pour sélectionner un des items et ensuite on commentera les résultats. Quelques petites secondes. Encore 10-15 secondes, oui. Très bien. Donc, on a les résultats qui s'affichent, plus d'une quarantaine de réponses et majoritairement, sans surprise, donc réponse A et B, effectivement. Donc, ça s'inscrit bien dans les messages qui ont pu être passés au départ. Donc, on sent vraiment qu'il y a un rôle majeur à jouer donc, pour les assureurs institutionnels de manière plus large sur la transition climatique et notamment au travers des initiatives qui ont pu être évoquées par Michel et Philippe. Ce qui va nous permettre de transitionner donc, sur la seconde partie. Je vais laisser la main à Monica sur les aspects réglementaires et prudentiels. Merci Antoine. Donc nous avons entendu les perspectives donc, du secteur. Maintenant, nous allons nous tourner vers Annelise pour avoir les perspectives du régulateur et des superviseurs qui ont été aussi très actifs sur les risques climatiques, je dirais, les 2 dernières années. Donc Annelise, je voulais donc me tourner vers vous pour que vous nous donniez un petit aperçu de ce qui se passe au niveau du régulateur européen, donc l'AIOPA, ainsi qu'au niveau de la CPR en tant que superviseur des assureurs en France. Oui, alors d'abord, effectivement, je vais commencer par ce qui se passe au niveau européen. Et effectivement, l'AIOPA a commencé à travailler sur le sujet de l'intégration du risque de soutenabilité en 2018, après la publication du plan d'action de la Commission européenne. Et puis la Commission européenne l'a aussi spécifiquement interrogé sur 2 points particuliers. D'abord, l'intégration du risque de soutenabilité dans le pilier 2 de Solvat 2, donc tout ce qui concerne la gouvernance des risques, et puis l'intégration dans le pilier 1 qui concerne les exigences en capital. Et concernant le pilier 2, EIOPA a été en mesure de faire des propositions concrètes de modification de règlements délégués en la revue de solvabilité 2, de la revue 2020, sur différents points, sur voilà, des modifications portant sur le système de gestion des risques, sur le process ORSA, comment mieux analyser le risque de changement climatique à travers l'ORSA, et aussi pour faire un petit peu écho avec le sujet dont on discutait tout de suite sur le principe de la personne prudente. Donc, pour dire, il faut intégrer ces problématiques environnementales aussi lorsqu'on détermine sa politique d'investissement, puis aussi dans la rémunération. l'EIOPA fait des propositions concernant la rémunération. Concernant le pilier 1, une des grandes questions, c'était est-il possible de modifier les exigences en capital, notamment sur tout ce qui concerne le risque de marché, et encore pour faire lien avec les investissements. Et l'EIOPA a d'abord rappelé que Solvabilité 2 était fondée sur les risques, et tant qu'il n'était pas avéré que les actifs bruns ou verts avaient des profils de risques différents, il n'était pas question de différencier le calibrage du risque de marché ou du risque de contrepartie. Alors, ce n'est pas une question fermée, c'est-à-dire qu'en l'état actuel des connaissances, et notamment parce que l'avis a été rendu il y a 2 ans, il a été dit qu'on n'était pas capable de conclure sur ce plan et que peut-être on rouvrirait la question. En revanche, là où EIOPA a conclu, c'est sur le risque, par exemple, de catastrophes naturelles,
où il a été reconnu qu'effectivement, le changement climatique pouvait avoir un impact sur l'intensité et les fréquences des catastrophes naturelles, et que dans ce cas-là, un recalibrage régulier du sous-module catastrophe naturelle de la formule standard pouvait être pertinent. Alors maintenant que les principes sont posés, l'objectif des IOPA est de rendre l'application de ces grands principes plus pratique. Et ça ne passe pas forcément par une modification de la réglementation, mais aussi par des diffusions de bonnes pratiques. Et c'est ce qu'IOPA a essayé de faire, notamment via 4 consultations publiques qui viennent de s'achever. Je voudrais simplement mentionner celle sur l'utilisation des scénarios climatiques dans l'ORSA, où effectivement, les IOPA essayent de poser des jalons sur comment développer un scénario climatique dans le cadre du process ORSA, et puis aussi la prise en compte du changement climatique dans les pratiques de tarification et de souscription en non-vie. Et là aussi, ça fait écho un petit peu à la question que vous venez de poser. Est-ce que ça passe aussi par le passif et par la façon dont on peut concevoir des produits d'assurance? Et IOPA est d'avis qu'effectivement, il faut aussi creuser cette question. Ça, c'était pour faire un rapide état des lieux au niveau des IOPA. Au niveau de la CPR, lorsque je me suis présentée, j'ai évoqué les travaux de la commission climat et finances durables. Et effectivement, c'est une des choses auxquelles on participe de façon très concrète. Donc, cette commission, elle a pour mission d'évaluer les engagements pris par les banques et les assureurs, ce qui implique effectivement, et ça, on a déjà évoqué le sujet aussi, de définir des méthodes de mesure de ces engagements pour permettre une meilleure comparabilité, un meilleur suivi dans le temps. Donc, c'est un travail qui a commencé l'an dernier et qui est toujours en cours de construction. Et toujours dans cette idée d'essayer de progresser dans les méthodologies, dans la meilleure connaissance des données aussi disponibles, la CPR, en lien avec la Banque de France, a lancé en juillet dernier un exercice pilote d'analyse de scénario de changement climatique. Alors, on peut dire un stress test climatique, mais on essaye d'éviter le mot stress test parce qu'on est vraiment dans de l'analyse de scénario. Et les résultats de cet exercice seront disponibles le mois prochain. Mais l'exercice avait pour objectif non seulement d'évaluer l'impact du changement climatique sur le secteur français, mais surtout d'élaborer des méthodes d'évaluation du risque sur un temps très long, donc jusqu'en 2050. Voilà, et puis juste un dernier point concernant l'assurance, toujours dans l'idée de développer des bonnes pratiques et de faire profiter en fait de l'expérience accumulée par les acteurs les plus avancés sur un sujet, l'ensemble des acteurs. Nous avons l'intention, comme ça a été fait côté bancaire, de réfléchir avec la place sur des pratiques de gouvernance à adopter pour intégrer le changement climatique dans les systèmes de gestion des risques et des assureurs. Et c'est un chantier qu'on est en train de mener et qu'on va mener tout au long de l'année. Merci Agnès pour avoir posé le cadre. Vous avez déjà évoqué pas mal de points importants, je pense, qui occupent beaucoup des assureurs aujourd'hui, notamment l'analyse de scénarios, les fameux stress tests climatiques sur un exercice volontaire. Du coup, il y a beaucoup de débats, on va dire, sur la place par rapport à ces analyses de scénarios et notamment des analyses forward-looking, donc plus longues, qui seraient nécessaires, compte tenu, bien sûr, de la nature des risques climatiques. Donc, on est sur des périodes extrêmement longues. Contrairement à d'autres types de risques, on est sur des périodes plus courtes. Donc, du coup, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu les problématiques, comment vous l'abordez avec la casquette ACPR et partager un petit peu les attentes et travaux sur lesquels vous êtes actuellement, pour informer un petit peu nos participants. Oui. Alors effectivement, le risque de changement climatique ne va pas s'analyser comme la plupart des risques en assurance, et du coup effectivement un certain nombre de méthodologies doivent être développées. Et c'est bien, comme je le disais, dans cet esprit que la CPR a organisé l'exercice pilote, avec un certain nombre de difficultés qui sont partagées aussi avec les assureurs. Et ces difficultés, elles vont relever de plusieurs logiques. D'abord, il est nécessaire de changer de point de vue. En fait, de façon courante, les assureurs vont considérer dans leur analyse de risque un horizon de temps similaire à la durée de leur engagement, ce qui fait dire, notamment aux assureurs non-vie, dont les contrats sont renouvelables chaque année, qu'ils vont s'adapter petit à petit au changement climatique et donc qu'ils n'ont pas à se préoccuper d'un tel risque.
Alors, effectivement, ils ont la possibilité de revoir leurs tarifs sur une base annuelle, mais ça porte en soi une telle stratégie, l'émergence d'un protection gap. Alors, je ne sais pas comment le traduire en français, mais le risque qu'une partie de la population ne puisse plus être en mesure de s'assurer contre un risque donné à cause du prix à payer qui serait devenu trop élevé. Et sur le long terme, ça pourrait aussi poser des problèmes aux assureurs. Donc, il est nécessaire en fait d'adapter la façon d'analyser ces risques en fonction de ce nouveau paradigme, même si ça va au-delà de la durée de l'activité des assureurs. Une deuxième difficulté, les scénarios au secteur de l'assurance, lorsqu'on veut analyser le risque de changement climatique connu à travers le monde, sont exprimés souvent en degrés sceptiques lorsqu'on fait des tests qui sont plutôt des chocs, exprimés en choc financier ou en choc assurantiel. Du coup, ces scénarios la construction de ces scénarios vont nécessiter des données différentes, parfois payantes, parfois complexes à manipuler, avec des compétences qui peuvent être différentes de ce qu'on connaît en termes de climatologie, en termes d'épidémie, enfin de la science des épidémies. Et alors qu'aujourd'hui, on a plutôt l'habitude de prendre un scénario, un événement catastrophique de grande ampleur, et puis de le dupliquer ou d'en combiner plusieurs en fonction de données historiques. Or, c'est bien des données projetées qu'il faut prendre en compte dans le changement climatique. Juste pour prendre un exemple, la fonte des glaciers et l'élévation du niveau de mer, on ne peut capter cet effet dans aucune base de données historique. Et une fois que le phénomène sera observé, on ne pourra pas revenir non plus à une situation initiale. Et du coup, c'est des choses qu'il faut arriver à projeter et qui ne sont pas forcément évidentes. Puis un troisième point, si je peux me permettre une dernière difficulté supplémentaire, c'est que même lorsqu'on va disposer de scénarios robustes, il y a plein de questions sur les hypothèses de projection qui vont se poser. Et souvent, dans les scénarios, dans les stress tests assurance tels qu'ils ont été organisés jusqu'à maintenant, on prévoyait des projections instantanées ou au maximum à 5 ans. Et lorsqu'on a réfléchi au scénario à intégrer dans notre exercice pilote d'analyse des risques du changement climatique, on s'est dit, pour être plus crédible, on va essayer de faire des projections multipériodiques. Mais pour cela, en intégrant des décisions de gestion. On s'est rendu compte que ça posait plein de questions en termes de décision, notamment en termes d'allocation d'actifs. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme hypothèse alors qu'on connaît le futur, ou même en termes d'allocation de portefeuille passif. À quelle granularité il faut se positionner, etc. Et donc, effectivement, c'est encore des points sur lesquels on peut, il va falloir qu'on réfléchisse encore pour pouvoir atteindre un niveau de qualité suffisant. Mais malgré tout, pour finir sur une note plus positive que toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, on a quand même fait des progrès énormes ces dernières années pour mieux prendre en compte le risque et mieux le mesurer. Et effectivement, il nous reste encore beaucoup à apprendre. Merci Anne-Lise. En fait, je regarde un peu le temps. Antoine, j'allais te proposer de sauter éventuellement le deuxième sondage, de le faire peut-être plus vers la fin. Bien, ouais, bonne idée. D'accord. Parfait. Du coup, nous allons aborder la deuxième thématique de ce panel, qui est la communication des risques climatiques par les assureurs. Alors, nous savons que depuis 2017, tous les investisseurs institutionnels en France sont obligés de rapporter ces risques climatiques sous l'article 173 de la loi sur la transition écologique, d'une part. D'autre part, côté émetteur, ce n'est pas vraiment régulé, donc il y a des frameworks comme le TCFD, donc Task Force for Climate Related Disclosures, qui se sont développés, mais les pratiques restent diverses et variées, ce qui fait qu'il y a un vrai problème au niveau de la donnée qu'on récupère pour donc communiquer ces risques climatiques. Et donc, je voulais me tourner vers Philippe Taffin maintenant pour partager avec nous comment, dans la pratique, vous vous organisez autour de cette collecte et quel retour d'expérience vous avez à ce sujet.
effectivement, le sujet, je le disais tout à l'heure, hein, le sujet de la donnée et de la data est absolument clé. Alors, je vais peut-être juste illustrer en fait et vous donner un petit peu sur la base de quel type de données et quels fournisseurs en fait nous utilisons sur les 3 indicateurs clés en fait que nous présentons dans notre rapport article 173 déjà depuis plusieurs années. Alors évidemment, j'ai déjà cité, donc c'est l'intensité carbone, hein, donc c'est les tonnes de CO2 émises par un portefeuille, par million de chiffre d'affaires. Et là, donc sur Scope 1, Scope 2 et maintenant Scope 3, on a recours principalement à un fournisseur qui est MSCI, donc qui nous fournit l'ensemble des données. Alors, on regarde aujourd'hui principalement, alors pas sur l'ensemble des classes d'actifs, puisque la donnée elle n'est disponible en réalité que sur les actifs actions et les actifs de crédit corporate. Donc c'est évidemment important, puisque comme vous le savez, pour un portefeuille d'assurance vie, d'assurance en général, le poids des obligations est important. Alors on n'a pas encore les souverains, mais en tout cas la partie du crédit des actions est importante. Alors on a une relativement bonne couverture aujourd'hui, par exemple, sur le rapport 2019, mais c'est à peu près la même chose sur le rapport 2020. On couvre à peu près 88 à 90% de notre portefeuille, en fait, est couvert. Voilà, donc on a des informations sur 90% du portefeuille sur le scope 1, sur le scope 2. En revanche, le scope 3 qu'on va introduire en 2020, là, on a évidemment un niveau en tout cas un taux de couverture beaucoup plus bas. Alors, j'ai pas le chiffre en tête, hein, mais on doit avoir entre 25 et 30%, je dirais, de la donnée. Donc, vous voyez qu'il y a quand même encore un gap important à surmonter pour avoir cette information. Le deuxième indicateur qu'on regarde et qu'on calcule, c'est en fait l'indicateur de réchauffement potentiel en fait du portefeuille. Et donc là, quelque part, on intègre vraiment par rapport à la température, l'alignement de la température du scénario de Paris. On mesure la température potentielle du portefeuille. Donc au dernier décompte fin 2019, le portefeuille d'Aviva France était de 2,7 degrés. Alors une fois de plus, sur des classes d'actifs qui étaient les actions et le crédit, 2020 nous permettra d'aller plus loin puisqu'on pourra intégrer également l'immobilier et également les obligations souveraines. Et là encore, on s'appuie sur MSCI principalement comme fournisseur de données, mais complété sur la partie souverain par un autre fournisseur dont le nom m'échappe. Voilà, mais je vous le retrouverai tout à l'heure. Carbon Tracker, je crois son nom. Climate Action Tracker, voilà, j'ai retrouvé. Et le troisième indicateur qui est la VaR climatique, donc la Climate VaR, qui est un indicateur également très intéressant parce qu'il nous permet de mesurer l'impact financier, donc potentiel pour la compagnie d'assurance, selon différents scénarios de réchauffement climatique. Donc on regarde le réchauffement à 1,5 degré jusqu'à 3 degrés. Et là, on le regarde à la fois sous l'angle du risque de transition et sous l'angle du risque physique. Donc pour tout ce qui est risque de transition, en fait, on a là une vision relativement large du portefeuille puisqu'on intègre aussi bien le crédit corporate, les actions, l'immobilier que les projets d'infrastructure. Et là, on s'appuie pareil sur Carbon Delta qui est capable de nous fournir cette information. Carbon Delta étant une filiale de MSCI. Et donc travaillant évidemment avec des données MSCI. Sur le risque physique, on a une couverture également assez large puisqu'on intègre des actions, le crédit corporate, l'immobilier et également, alors sur l'immobilier et les souverains, donc les obligations souveraines. Donc en dehors des obligations souveraines pour lesquelles on s'appuie en fait sur les travaux d'une université américaine qui s'appelle Notre-Dame, l'indice Notre-Dame, toutes les autres informations proviennent aussi de Carbon Delta. Donc, on a quand même globalement un fournisseur qui est capable aujourd'hui, en tout cas un certain nombre de fournisseurs de données qui nous permettent quand même aujourd'hui de produire un certain nombre d'indicateurs qui relatent le degré d'alignement de notre portefeuille et les risques climatiques de notre portefeuille. Merci Philippe. Merci Philippe pour ces... Oui.
Merci beaucoup Philippe pour ces éléments quantitatifs. Maintenant, je vais me tourner vers Michel pour évoquer un petit peu les éléments qualitatifs aussi pour compléter, pour boucler la boucle, comme on dit, notamment sur la stratégie de décarbonation et la gouvernance. Donc, on a évoqué ce point de gouvernance qui est central aussi pour assurer cette transition bas carbone. Alors Michel, comment la collecte et l'analyse de ces éléments qualitatifs s'effectuent au sein de SCORE et quels sont les défis que vous voyez les plus importants, on va dire, de court terme? Non, je suis d'accord qu'on a un problème de comparabilité, mais je pense qu'il ne faut pas résumer le non financier et le risque climatique à des KPIs. Et la TCFD l'a très bien compris, l'article 173 aussi, et d'ailleurs l'ANFRD qui s'applique aux émetteurs de la même façon. On a des cadres de reporting qui nous demandent des informations sur, encore une fois, la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, et puis des métriques et des cibles. Mais essayer de résumer la stratégie de décarbonation d'un portefeuille à travers des métriques, c'est véritablement prendre l'exercice par un bout extrêmement limité. Donc, on doit absolument s'interroger sur la démarche entreprise par un émetteur ou par un investisseur dans la décarbonation de son portefeuille. Est-ce que cette décarbonation, elle est volontariste ou elle est faite par hasard? Est-ce qu'elle résulte d'une stratégie, par exemple, de sélection des best in class? Est-ce que l'entreprise a elle-même agi? C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise dans laquelle on investit a fait son travail de décarbonation ou est-ce que c'est l'allocation d'actifs de l'investisseur qui a permis de décarboner un portefeuille? Tout ça, c'est une histoire qui se raconte. De la même façon que lorsque l'on fait un stress test climatique, on peut ne s'intéresser qu'aux résultats quantitatifs de l'exercice. Aujourd'hui, je trouve que compte tenu de toutes les limitations qu'a souligné Anne-Lise, finalement, pour nous, la partie intéressante, c'est l'exercice. De quels éléments a-t-on besoin dans notre entreprise, dans notre portefeuille d'investissement, pour mesurer notre risque, notre exposition au risque de changement climatique, au risque de transition, au risque physique. Et finalement, à la fin, n'en déplaise aux régulateurs, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, que le chiffre qui sort soit 12, 496 ou 758, ça me paraît aujourd'hui moins important que tout ce que nous avons appris sur les facteurs de risque et comment nous pouvons agir sur ces facteurs de risque. Donc, pour en revenir au qualitatif, il me paraît extrêmement intéressant, en tout cas dans la lecture des rapports, qu'ils soient article 173 ou TCFD, de voir l'articulation entre les différentes sections, la gouvernance, la stratégie, le risque et les métriques. Trop souvent, quand on les lit, on a l'impression qu'on a 4 sections qui ne se parlent pas, avec des gens du secrétariat général qui ont fait la partie gouvernance, des gens dans un steering committee qui ont fait une stratégie, des personnes du risk management qui ont fait une section risque and risk management, et puis on se demande un peu de quels KPIs on dispose et on va essayer de les articuler pour faire un metrics and targets qui tiennent la route. Il me semble qu'un rapport TCFD ou un rapport article 173, ce n'est pas ça. C'est véritablement l'articulation d'une stratégie qui s'appuie sur une analyse robuste des risques, qui alimente des décisions prises par un système de gouvernance robuste pour définir une stratégie sur la base de laquelle on va faire un reporting. Donc, dans la stratégie, on va dire, j'ai pour objectif de faire ça, voilà comment je vais le faire, et dans la section Metrics and Targets, on est supposé expliquer comment tout ceci s'est déroulé. Donc, je pense que oui, la limitation qui consiste à dire on n'a pas de métrique, c'est une dimension importante, mais la métrique ne fera pas tout, surtout pour un investisseur. Un investisseur, il a besoin d'abord d'avoir des informations qui lui permettent de comprendre la stratégie de l'entreprise dans laquelle il investit. Dans un deuxième temps, l'investisseur, il a besoin de comparer une cible d'investissement potentiel à une autre dans un secteur équivalent, et on est dans un premier degré de comparabilité.
Et puis, dans une troisième dimension, l'investisseur, il a besoin de piloter son portefeuille. Et c'est là que je rejoins Philippe. On a besoin à ce moment-là d'avoir des données que l'on peut agréger. Mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a véritablement besoin d'agréger des données. Je n'ai pas besoin de savoir quelle est l'empreinte carbone d'un émetteur quand déjà sa stratégie à l'origine ne me paraît pas adaptée à son secteur d'activité si je veux parler du risque climatique. Donc, le qualitatif est véritablement en support fondamental, surtout dans une dimension où on est sur du non financier. Donc, on ne résumera pas le non financier à 3 KPIs. Merci Michel, merci beaucoup. Je pense que j'admire beaucoup la conviction et l'attitude de lead by example que vous avez chez SCOR. Je crois qu'il y a aussi de la conviction personnelle là-dedans. Je crois que les côtés régulateurs et superviseurs, ils adoraient que tous les assureurs de la place et réassureurs de la place aient cette attitude-là. Et d'ailleurs, j'enchaîne avec la perspective du superviseur. Donc, l'année 2020 a été très active sur, côté AMF, ASCPR. Il y a eu plusieurs études qui ont été publiées sur les pratiques de communication des risques climatiques, aussi sur les engagements et la transparence de façon plus générale. Et Annelise, donc pour boucler le panel, je voulais me tourner vers vous pour que vous partagez la vision de la CPR et les attentes à venir. Alors oui, effectivement, c'est des travaux qu'on a commencé avec l'article 173 où on a commencé à regarder un petit peu les engagements pris et la façon dont les assureurs évaluaient en fait leur stratégie d'investissement vis-à-vis de l'impact carbone qu'ils pouvaient avoir. Et suite à un premier, on annoncé la création de 2 commissions climat et finances durables pour évaluer de façon, je dirais, plus formalisée ces engagements-là. Alors, je suis bien d'accord avec ce que disait Michel, c'est qu'un indicateur et qu'il faut qu'il y ait… mais malgré tout, avoir des indicateurs, mieux analysés et en transversal, c'est les stratégies qui ont été prises au niveau du marché. Donc, comme vous le mentionnez aussi, fin 2020, un premier examen uniquement sur les engagements en matière de charité sur l'ensemble des engagements pris. Et je vais vous simplement rappeler en quelques mots les conclusions de ce rapport. D'abord, un petit moment de satisfaction dans la mesure où on souligne malgré tout la mobilisation croissante de la place financière en faveur de la lutte contre le changement climatique et en particulier en termes d'objectifs de décarbonation des portefeuilles. On a pu recenser plus de 300 engagements individuels ou collectifs et c'est vraiment un point dont on peut se réjouir. Malgré tout, on ne se réjouit pas trop parce qu'il y a malgré tout des bémols. Et les chiffres, voilà, un engagement peut recouper différentes réalités en termes d'ambition et en termes de degré d'exigence de ces engagements, qui restent très variables d'un acteur financier à l'autre et peu comparables par leurs approches et par les méthodologies utilisées. Donc, à ce stade, on est encore incapable de vraiment évaluer de manière agrégée l'ensemble des efforts faits au niveau de la place française. Sur la base de ces observations et de ce qu'on a pu lire dans les rapports, aussi sur la base d'une enquête qui a été réalisée auprès des grands acteurs de la place, on a pu identifier un certain nombre de pistes d'amélioration que je résumerai en 5 points. La première, c'est on demande aux organismes et aux établissements de faciliter la traçabilité de leurs engagements, des engagements qu'ils ont pris en veillant à fournir toutes les informations nécessaires pour comprendre leurs engagements et de pouvoir les suivre dans le temps, notamment quand il s'agit d'engagements particulièrement structurants pour respecter les accords de Paris. Ensuite, on leur demande, parce que
ça n'est pas fait de façon systématique, même si c'est quelque chose qui est en nette progression, de définir des objectifs chiffrés avec des échéances et un suivi dans l'avancement. On a bien conscience que c'est un travail de longue haleine et donc il est complètement normal de pouvoir donner un objectif chiffré à un horizon peut-être un peu éloigné, mais en disant voilà les différentes étapes par lesquelles je vais passer. Ensuite, on demande de renforcer la transparence sur les méthodologies et les indicateurs retenus pour viser une plus grande homogénéité, ce qui permettrait pour nous d'accroître la comparabilité. Comme le soulignait très justement Michel, d'associer la gouvernance des entités au suivi des engagements et impliquer les dispositifs de contrôle. Ça n'est pas simplement la mission d'une entité séparée dans l'organisme, mais bien de quelque chose qui doit impliquer tous les métiers et le board, enfin les entités décisionnaires. Et un dernier point, prendre en compte aussi les risques liés à la perte de biodiversité dans les engagements. Alors, sur ce sujet, les discussions sont encore au début et c'est quelque chose qui reste encore à construire. On a l'OCDE qui a déjà fait un certain nombre de recommandations à 2019, qui va aussi intégrer des dispositions relatives à la biodiversité. Donc voilà un petit peu les différents points qu'on a pu noter dans notre analyse des engagements pris par les secteurs de l'assurance et bancaire, pour les deux secteurs. Merci beaucoup Anne-Lise, merci. Avec ça, on a un peu fait le tour des questions que nous avions préparées pour vous et nous avons donc quelques minutes pour les questions de l'audience. On peut aussi éventuellement en parallèle, je ne sais pas Marie-Alix, ce que tu en penses, refaire faire le deuxième pôle où on prend des questions. Oui, on peut lancer le sondage et prendre les questions en parallèle. D'accord. Donc, je propose qu'on lance le sondage. Antoine, tu peux le couvrir? Oui. Alors, votre institution est un gestionnaire d'actifs, fonds de pension, un assureur, réassureur, une banque ou autre? On vous laisse le temps également de préparer vos éventuelles questions. Il nous reste une dizaine de minutes. Antoine, je t'invite à lire la deuxième question directement aussi. Très bien. Alors, la deuxième question, votre institution publie-t-elle des informations sur les risques climatiques et l'ESG? Donc là, on a 4 réponses également. Réponse A, au titre de l'article 173 de la loi de transition écologique et solidaire. Réponse B, de façon volontaire sur la base des recommandations de la TCFD. Réponse C, mon institution publie A et B, donc les deux. Et réponse D, je ne sais pas ou c'est pas applicable. Donc, il dépend de la première question. On vous laisse une dizaine de secondes et après on pourra ensuite afficher les réponses. D'accord. Pendant qu'on affiche les réponses, il y a quelques questions sur le chat. Oui, on va regarder. Effectivement, donc on va peut-être prendre la première question en même temps, donc de Vincent, qui rebondit sur ce qu'avait dit Michel, donc sur les fameuses 4 sections qui ne se parlent pas. Il nous demande si la question n'est pas encore totalement intégrée de manière holistique au sein des entreprises. Donc là, il faut reprendre la partie du discours de Michel sur ces fameuses 4 sections qui ne se parlent pas. Je ne sais pas si Michel, vous voulez réagir sur cette question? Oui, je veux bien. Je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il faut comprendre que les niveaux de maturité sur les rapports TCFD sont extrêmement hétérogènes. C'était la principale conclusion à laquelle la task force de l'EFRAG était arrivée l'année dernière lorsque nous avions fait l'exercice. Même les plus aboutis reconnaissent avoir encore un petit peu de mal en interne à tout organiser. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas de façon holistique.
ça veut dire simplement que la maturité dans chacune de ces 4 dimensions n'est sans doute pas suffisante pour qu'on arrive à prendre de la hauteur par rapport à ce qui est demandé. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ça avance très vite. C'est-à-dire qu'un rapport TCFD qui aurait été quasiment best in class il y a 2 ans va se retrouver aujourd'hui complètement à la traîne parce que tout le monde progresse, à la fois en termes de méthodologie, mais en termes de compréhension. Il y a un certain nombre de réglementations qui arrivent sur le devant de la scène et qui obligent chacun à repenser, à reconsidérer. On fait des progrès. L'Alliance est une source de progrès exceptionnelle qui va nourrir la gestion des risques et la stratégie, donc qui va nous obliger à nous poser un certain nombre de questions en termes d'organisation et en termes de gouvernance. Donc, tout ça fait que on se rapproche toujours un petit peu du Graal, mais en même temps, le Graal a tendance à nous échapper. Très bien, merci Michel. Donc il y a un sujet aussi qui revient là dans les questions. Donc c'est le sujet du moment, hein, c'est le fameux article 29 sur la loi énergie-climat, donc qui va remplacer cet article 173 qui a été mentionné auparavant. Effectivement, il y a beaucoup de discussions autour de la gouvernance, des principaux enjeux, la biodiversité notamment. Est-ce que un des panélistes souhaite nous dire un petit peu où il en est sur ces sujets, sachant que les réponses pour le décret sont attendues à la fin du premier trimestre, donc on approche. Philippe ou Michel? Oui, je peux. Un avis Oui, alors je laisserai la CPR parler. Après, oui, un mot peut-être, et puis Michel complétera si elle le souhaite. C'est sûr que cet article 29, pour moi, montre clairement la barre, hein, des exigences, en tout cas telles qu'elles ont été définies dans l'article 173. Je pense que Michel l'a déjà un petit peu mentionné quelque part. C'est que quand on lit différents articles 173 de différentes institutions financières, bancaires, ou assureurs, on a quand même une grande hétérogénéité en fait dans le niveau d'information fournie, dans la qualité des informations fournies. Voilà, donc je pense que cet exercice, à mon avis, il a été extrêmement important et salutaire, hein, quand on a demandé aux assureurs effectivement de rapporter sur le risque extra-financier et le risque climatique. C'est clair que ça a été un élément d'accélération, je dirais, de la prise en compte de ces problématiques au sein des institutions, et évidemment, ça a accéléré la transformation et la prise en compte de ces éléments-là dans les gestions et dans les stratégies d'investissement. Mais c'est vrai que voilà, la grande hétérogénéité fait que quelque part, ça a donné lieu à quelques critiques. Alors l'article 29 clairement adresse ce point, hein, en étant beaucoup plus précis dans la nature et à la fois dans le fond et la forme des informations qui doivent être fournies par les assureurs, avec clairement un niveau d'exigence très élevé, puisque au-delà d'un certain nombre d'informations qu'ils doivent absolument fournir, ils doivent également fournir, je dirais, les éléments de méthodologie, les hypothèses, bref, tout le corps méthodologique en fait qui sous-tend les résultats et les informations qui sont fournies. Donc exercice compliqué, je dirais, enfin compliqué mais faisable, hein, mais qui demande évidemment beaucoup de travail. Et puis il y a alors je dirais que pour un assureur comme Aviva, en regardant un petit peu les éléments demandés, je pense que dans la quasi-totalité, nous le fournissons déjà au niveau de notre rapport article 173, mais c'est vrai qu'il y a des éléments sur la biodiversité, en revanche, qui sont des éléments sur lesquels on commence à travailler, sur lesquels on commence à avoir un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir, quelque part, avoir une vision également de l'impact de notre portefeuille financier sur la biodiversité. Mais là encore, peut-être que voilà, l'exigence d'information et de reporting sur la dimension biodiversité, nous, en tout cas nous semble peut-être, je pense que c'est partagé par d'autres assureurs, comme sans doute un peu trop en avance par rapport à la capacité aujourd'hui de fournir ces informations et l'accès à la donnée une fois de plus. Mais globalement, ça va être un exercice voilà, très exigeant et voilà, qui va demander un gap très important sur pas mal d'acteurs de la place, ça c'est clair.
Peut-être pour compléter ce que vient de dire Philippe, je pense qu'il faut se souvenir aussi dans quel état d'esprit on était au moment de l'article 173. Peut-être qu'il n'y avait que le climat et peut-être que c'était moins prescriptif, mais on s'est quand même tous un peu gratté la tête en se demandant comment on allait démarrer. Quand on voit ce qu'on a parcouru en 5 ans, je pense que dans 5 ans sur la biodiversité, on en saura beaucoup plus et on sera beaucoup plus loin. Après, ce que je trouve intéressant dans ce décret article 29 par rapport à tout ce dont on a parlé avant, c'est qu'il va falloir vraiment avoir les idées très claires sur les questions auxquelles on répond. Est-ce que comment on adresse, enfin comment on répond à ce principe de double matérialité? On n'est plus forcément dans la matérialité financière du risque non financier, c'est-à-dire dans ce que l'on appelle l'outside in. La biodiversité, aujourd'hui, on en parle beaucoup en termes de mesures d'impact et d'empreinte biodiversité, c'est-à-dire la pression que l'on exerce sur les écosystèmes. Et c'est vraiment dans cette dimension-là que travaillent les différents fournisseurs de données, et non pas dans l'impact potentiel sur le business model ou sur le portefeuille d'investissement d'une perte de biodiversité. Et ceux qui vont faire ces exercices de reporting vont devoir avoir les idées extrêmement claires lorsqu'ils vont rédiger, de savoir dans quel sens sont-ils. Ce qui aujourd'hui reste encore un petit peu confus, la TCFD, c'est véritablement de l'outside-in. Comme vous le disiez, Monica, c'est la Task Force on Climate Related Financial Disclosures, c'est-à-dire qu'on n'est pas véritablement supposé s'occuper de l'impact d'un portefeuille d'investissement ou d'un business model sur l'environnement. Dans l'article 29, on va véritablement avoir ces deux dimensions-là, à la fois sur le climat et sur la biodiversité. Donc, on commence déjà à avoir une matrice à 4 dimensions dans laquelle il va falloir retravailler un petit peu la notion d'horizon temporel. Quels sont véritablement les horizons dans lesquels on travaille. Donc, on s'aperçoit qu'on va rapidement se retrouver devant un kaléidoscope qu'il va falloir très clairement analyser avant de pouvoir faire un reporting construit et cohérent. Alors, Annelise, quand on entend un petit peu les réactions du monde de l'assurance et de la réassurance, notamment si on continue le focus sur les risques de biodiversité qui sont ceux vraiment qui constituent l'avancée majeure et la plus difficile, à mon sens, à appréhender aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à un indicateur d'empreinte biodiversité à terme, ou quelles sont un peu votre position là-dessus à ce stade encore préliminaire? Comme le disait Michel, en fait, effectivement, à ce stade, construire un indicateur, je ne suis pas sûre qu'on ait véritablement l'expérience et la compétence nécessaire. Et effectivement, peut-être que dans 5 ans, on aura des idées beaucoup plus claires. On vous perd un peu, Annelise. Je crois qu'il y a des problèmes de connexion. J'avais fini de parler, donc je ne sais pas. Ah, d'accord. Il y a encore des questions sur le chat, mais comme on est déjà à 19h05, voilà la réponse, la réponse du pôle. Oui, effectivement. Donc, on voit qu'on avait 50% à peu près de participants côté asset management, fonds de pension, 11% assurance-réassurance, 14% banque et 26% autres. Oui. Donc, on avait quand même une audience assez diversifiée. Oui. C'est intéressant, en effet, c'est pour ça qu'on a fait ce pôle-là et que je voulais quand même le voir à la fin. Je propose, Gabriel, que tu clôtures la session. Du coup, je voudrais remercier déjà aux panélistes d'avoir accepté notre invitation et aussi pour vos insights aujourd'hui. Je trouve que c'était passionnant. J'espère que l'audience est d'accord avec nous. Je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen. Merci encore. Gabriel, floor is yours. Merci aux panélistes, merci pour ce débat, pour cette richesse. Il y a quelques idées intéressantes et passionnantes qui ont été mises sur la table, des beaux rendez-vous, je pense, pour des futurs événements.
Nous avons clôturé sur la biodiversité. Croyez-moi, avec le comité ESG, nous allons en reparler et assez vite. Donc merci d'avoir introduit ce débat-là. Merci d'avoir fait le lien entre cette problématique de biodiversité et la double matérialité. Pour le CFA, dans la galaxie CFA, que ce soit Institute ou CFA Society France, c'est un sujet que nous abordons régulièrement. Simple matérialité contre double matérialité, une approche européenne contre une approche un peu plus mondialisée. La biodiversité est donc un bon vecteur de réflexion. Et enfin, je vais citer Michel, hein, parce que j'ai adoré la phrase « on apprend en marchant ». Ça résume très très bien vos débats, ça résume très bien le message que vous nous avez transmis. On avance pas à pas. Ce qui est très rassurant, c'est que régulateurs et asset owners travaillent de concert et avancent à peu près au même rythme. Enfin, du moins, c'est comme ça que je l'ai compris. J'espère que c'est une réalité. Et le chemin est beau et nous allons vers quelque chose de grand. Merci à tous. Merci et Monica et Antoine, évidemment, pour cet événement. À bientôt. Merci à tous et Merci. bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.